Alors, outre cet aspect-là, qui est vrai après un match, mais qui est vrai à tout moment, c'est-à-dire au moment des entraînements, c'est tout ce que je viens de dire sur le sommeil, c'est vrai tout le temps. On peut maintenant se poser la question des conséquences plus physiologiques véritablement d'un match ou d'un entraînement particulièrement intense. Donc l'un est vrai comme l'autre. Quelles vont être ces conséquences? Eh bien, une des premières conséquences, c'est qu'il va y avoir un équilibre hydrique qui est négatif, c'est-à-dire qu'on va perdre de l'eau. On va perdre de l'eau par la sueur et on a beau boire pendant le match, inévitablement, eh bien, on va perdre plus d'eau par la sueur que ce qu'on ne va pouvoir en ingurgiter. Et cela va être particulièrement vrai si les conditions thermiques sont des conditions défavorables. On a abordé ces conditions thermiques la fois dernière. On a vu qu'elles contribuaient à la fatigue. Et elles contribuent entre autres à la fatigue à cause de l'élévation de la température corporelle, mais aussi par cet équilibre hydrique qui va être perturbé. L'autre chose qu'on a abordée la fois dernière, c'est la déplétion du glycogène. On a vu ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on va dépléter le glycogène dans les muscles et ça va contribuer à la fatigue. Il va y avoir une fatigue du système nerveux central. On a vu ça aussi la fois dernière. On a vu aussi qu'on allait perturber la structure du muscle et donc que cela va réduire la fonction contractile et donc la force que l'on peut développer, que ça va induire également des réponses de nature inflammatoire. On n'a pas abordé le stress oxydatif et que tout ceci va contribuer finalement à ce que l'on va appeler la douleur résiduelle après un match, c'est-à-dire j'ai les jambes lourdes, j'ai un peu mal aux jambes, même si je n'ai pas eu de coup. Et si en plus j'ai un coup, eh bien, je peux avoir une douleur qui est liée à une blessure. Et donc tout ça va retarder eh bien, le moment où on va se retrouver en pleine forme que pour pouvoir jouer un autre match. Et donc la question que l'on peut se poser, c'est quelles sont les stratégies qui sont possibles pour améliorer cette récupération, soit après un match, soit après un entraînement intense, étant donné toutes ces perturbations qui vont être générées par ce match ou par cet entraînement intense. Il y a sans doute une première stratégie, c'est la stratégie nutritionnelle. La stratégie nutritionnelle, c'est d'abord bien de se réhydrater. Pour se hydrater, c'est très simple. On y reviendra, mais c'est 150%, ça c'est un truc qu'on doit retenir, 150% de ce que l'on a perdu pendant le match, eh bien, il faut le boire dans les heures qui suivent le match ou l'entraînement, c'est-à-dire avant d'aller dormir. Il faut essayer de reprendre 150% de l'eau qui a été perdue. On doit reprendre des hydrates de carbone, des glucides, des sucres pour répléter le glycogène. On va devoir prendre des protéines, des électrolytes. Donc, les électrolytes sont des sels que vous allez perdre dans la sueur et certains suppléments alimentaires peuvent être de temps en temps utilisés. On n'abordera pas ça beaucoup. On peut faire de la récupération par l'exercice. On peut faire de la récupération par l'exercice, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on appelle un cooling down. On a vu que pour le lactate, on s'en foutait un peu, mais que ça pouvait être utile. On peut aussi faire du stretching. Je n'aborderai pas trop le stretching parce que je sais que Jacques Duchâteau vous donne cours dans quelques semaines et c'est certainement un très bon spécialiste de la matière. On peut aborder une récupération de nature pharmacologique, par exemple en prenant des anti-inflammatoires, des antioxydants, des vitamines, des électrolytes, on en dira un tout petit mot. Et puis, il y a toute une série, je dirais, euh, de stratégies externes, comme par exemple le massage, comme par exemple le sauna, comme par exemple le bain turc, comme par exemple le jacuzzi, comme le s'immerger dans de l'eau chaude, s'immerger dans de l'eau froide, ou s'immerger alternativement dans de l'eau chaude et de l'eau froide, faire ce qu'on appelle de la cryothérapie corps entier, mettre des chaussettes de compression, mettre des bas de compression qui couvrent l'entièreté de la jambe, faire des massages en dessous de l'eau, se mettre en hypoxie, se mettre en hyperoxie, faire de l'électrostimulation. Puis j'ai mis trois petits points parce que j'aurais plus d'inspiration. Mais en fait, toutes ces techniques, il y en a à foison. Et donc, on va essayer un peu de voir ce qui est vraiment efficace là-dedans. Et puis, encore une fois, je n'aborderai pas cela, mais ce n'est pas pour cela que j'en nie l'importance. Il y a aussi l'aspect psychologique, c'est-à-dire débriefer le match, débriefer l'entraînement. Il doit y avoir, on a gagné, mais plutôt quand on a perdu, je dirais, un aspect émotionnel qu'il va falloir gérer. Et puis, on sait qu'il existe des techniques de relaxation eh bien, qui permettent je dirais, de se calmer et d'être relatif par rapport aux choses qui viennent
de se passer. Alors, on va retourner sur WooClap, si vous voulez bien. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Les stratégies là, que je vous ai montrées de manière très globale, à votre avis, c'est laquelle qui est parmi celles-là, celle que je viens de montrer dans l'image précédente, c'est laquelle qui est la plus importante? Je me tais quelques instants et je vous laisse répondre. Voilà, donc on a 29 réponses que l'on va découvrir. Voilà, la stratégie nutritionnelle vient en premier lieu. Les exercices pour le retour au calme, il n'y en a personne qui vient. La stratégie pharmacologique 0, les aides externes 6% et la stratégie psychologique 22%. Je partage l'avis de la majorité. La principale, après le sommeil, en deux, donc un, le sommeil, deux, la stratégie nutritionnelle. Et on va la développer, si vous le voulez bien, dans les minutes à venir. Alors, outre le fait de se réhydrater, et donc je l'ai déjà évoqué, la règle est très simple, 150% de ce que vous avez perdu comme eau. Comment peut-on estimer ce qu'on a perdu comme eau? Très simple aussi, on se pèse avant le match ou avant l'entraînement, on se pèse après le match et après l'entraînement, bien sûr, toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire déshabillé et avec les cheveux secs. Si on a perdu, par exemple, 400 grammes, eh bien, globalement, on peut dire que c'est 400 grammes d'eau. Ça veut dire qu'il va falloir boire au moins 600 millilitres d'eau, mais je vous assure, ce n'est pas 400, c'est beaucoup plus que vous allez perdre pendant un match. Donc, c'est beaucoup plus que vous allez devoir boire. Donc, pour l'hydratation simple, 150% de l'eau que l'on a perdue, que l'on peut estimer à partir du fait de se peser avant et après le match ou l'entraînement. Une autre chose, c'est l'apport en hydrates de carbone. Donc, les hydrates de carbone, ce sont des sucres qui ne sont pas nécessairement sucrés. Hein. Donc, par exemple, pour nous, du pain, c'est essentiellement des sucres non sucrés. Hein. C'est de l'amidon, c'est la même chose pour la pomme de terre, mais on peut avoir des sucres sucrés, comme le saccharose, par exemple, que vous mettez peut-être dans votre tasse de café le matin. Ça, ce sont des sucres sucrés, ça dépend de la structure chimique. Donc ici, on a une expérience qui est très connue de 1988, dans lequel en fait on a fait faire un exercice intense pendant 70 minutes à des sujets pour dépléter le glycogène, comme on l'a vu la fois dernière. Et on a étudié la vitesse à laquelle ce glycogène se resynthétisait. Et on a étudié ça dans deux conditions. Alors, une première condition, eh bien, on donnait des hydrates de carbone, on donnait des sucres juste après la fin de l'exercice. Et dans l'autre condition, on attendait 2 heures avant de donner du sucre. Et donc, si on mesure le glucose dans le plasma, eh bien, on voit que dans le groupe dans lequel on a donné tout de suite après, eh bien, le glucose plasmatique monte immédiatement après la fin de l'exercice. Et dans le groupe dans lequel on a donné 2 heures après, eh bien, pendant 2 heures, le glucose plasmatique reste bas, et c'est seulement 2 heures après qu'il commence à augmenter. Puis, ce qui a été fait dans cette expérience, c'est qu'il y a des biopsies musculaires qui ont été prises de telle manière à mesurer la concentration de glycogène dans les muscles. Et ce qu'on exprime ici, c'est la vitesse à laquelle ce glycogène va se resynthétiser. En blanc, vous avez l'histogramme qui représente la resynthèse du glycogène chez les gens qui ont reçu tout de suite le sucre, les hydrates de carbone. Et en noir, eh bien, vous avez la resynthèse du glycogène chez les gens qui l'ont reçu 2 heures après. Et donc, les résultats ne demandent pas beaucoup d'explications, ils sont assez édifiants. Vous voyez que pendant les 2 premières heures, eh bien, ceux qui ont reçu du sucre vont resynthétiser très fort leur glycogène,
alors que ceux qui n'ont pas reçu de sucre, eh bien, le resynthétisent très peu. Et si on donne le sucre 2 heures après, eh bien, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Donc, conclusion, vous avez tout intérêt à donner du sucre juste après la fin de l'exercice. La question suivante, c'est combien faut-il en donner? Alors, ceci, ce n'est pas une étude, mais c'est en fait la somme de toute une série d'études. Ici, on a des hydrates de carbone, et on va d'abord s'intéresser à cette courbe-ci. Et ici, on a la vitesse de resynthèse du glycogène en fonction de la quantité d'hydrates de carbone qui aura été donnée. Et donc, vous voyez qu'on arrive à peu près à maximiser cela aux alentours de 1,2 à 1,4 grammes par kilo de poids corporel et par heure. C'est des quantités absolument énormes. Donc, vous prenez votre poids, vous multipliez cela par, allez, on va dire 1,3, et vous allez arriver sans doute à quelque chose qui est de l'ordre de 100 grammes d'hydrates de carbone par heure. Ce sont de très grandes quantités. Donc, cela veut dire que, eh bien, pour optimaliser la resynthèse du glycogène, il faut donner de grandes quantités d'hydrates de carbone juste après la fin de l'exercice. Et vous voyez ici qu'il y a une autre courbe qui est en pointillé. L'autre courbe est en pointillé, et dans cette autre courbe en pointillé, il n'y a pas que des hydrates de carbone qui ont été donnés, on a également donné des protéines. Donc on a fait un mixte entre les hydrates de carbone et des protéines. Et en fait, ce que l'on voit, eh bien, c'est qu'en ajoutant des protéines, eh bien, on a une meilleure resynthèse du glycogène. On a une meilleure resynthèse du glycogène, c'est-à-dire que pour une même quantité d'hydrates de carbone, eh bien, le glycogène va se resynthétiser mieux, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc, cela, c'est pour l'apport en hydrates de carbone. Donc, apport hydrique, on l'a vu. 2, apport en hydrates de carbone. 3, apport en protéines. Pourquoi est-ce important de donner des protéines? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'il faut lorsqu'on a fini ce genre d'exercice, que ce soit un match ou un entraînement de haute intensité, eh bien, c'est optimaliser la synthèse des protéines. Il faut refaire des protéines dans le muscle pour que le muscle puisse s'adapter et pour que le muscle puisse récupérer. Et donc, ce sont des techniques assez compliquées qui permettent de mesurer la vitesse de synthèse protéique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est faisable chez l'humain. Ceci, c'est une expérience qui est aussi assez connue, dans laquelle on n'a pas donné à manger des acides aminés. Donc, les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines. Les protéines, c'est un ensemble d'acides aminés. Et donc, on a simplement mis une perfusion. Donc, on a infusé les acides aminés ici. Et ce que l'on voit, eh bien, c'est quand on infuse des acides aminés, eh bien, on augmente la synthèse des protéines. Et on sait que ce système va être d'autant plus important si on a fait un exercice préalable. Et c'est ce qui est représenté dans cette autre étude qui a été réalisée, ça c'était un collègue français, ceux-ci sont des collègues texans. Ils ont réalisé en fait une expérience assez classique, donc ils ont fait faire un exercice de haute intensité, et puis ils ont donné des acides aminés, ici donc des protéines, à manger juste après la fin de l'exercice. Et quand ils les donnent juste après la fin de l'exercice, oui, ils voient une augmentation de la synthèse des protéines, donc très favorable à la récupération, donc après 1 heure ou 2. Et vous voyez que c'est un effet qui est temporaire, parce qu'en fait, ça a tendance à rediminuer, et ça revient quasiment à l'état basal quand on se trouve 4 heures post-exercice. Dans le graphique du bas, en fait, ce qui a été fait, c'est qu'après l'exercice, on n'a pas donné d'acide aminé. Et on a seulement attendu 3 heures avant de donner les acides aminés. Vous voyez que ce n'est que lorsqu'on donne les acides aminés que l'on a cette augmentation de la synthèse des protéines. Donc, la conclusion de cela, c'est de dire que pour augmenter la synthèse des protéines après l'exercice, eh bien, il va falloir donner des acides aminés, des protéines. Alors, des acides aminés et des protéines, on en trouve bien sûr dans les poudres que l'on trouve dans les magasins de sport, mais on en trouve dans beaucoup d'autres choses. On en trouve dans de la viande, on en trouve dans du lait. Le lait, c'est super. Le lait, c'est plein d'eau. D'accord? Ça réhydrate très bien le lait. Ça contient des protéines du lait. Donc le lait, pour moi, c'est un super aliment de réhydratation et qui amène également les protéines nécessaires. Donc il ne faut pas nécessairement que ce soit des poudres. C'est ça mon message. Vous pouvez trouver
des protéines dans toute une série d'aliments. Vous en trouvez dans de la viande, vous en trouvez dans du poisson, vous en trouvez dans des produits laitiers. Ça ne doit pas nécessairement être des poudres. Ça peut être des poudres si vous aimez ça. Moi, j'aime pas, mais bon, ça c'est une question de goût. On trouve des protéines bien ailleurs. Alors l'autre question, c'est quel type de protéines. Il y a différents types de protéines et deux grandes catégories de protéines. Et c'est quelque chose qui est très à la mode maintenant. Hein. C'est est-ce que ce sont des protéines d'origine animale ou des protéines d'origine végétale. Alors dans les protéines d'origine animale, bon, la protéine très classique, c'est la protéine de lait. Et en fait, si on scinde les protéines de lait, on peut faire ce qu'on appelle la protéine de petit lait, la whey protein, et ce que l'on va appeler la caséine. La caséine a certains intérêts aussi, mais on y reviendra plus tard. Et donc, une autre type de protéine ici, c'est la protéine de soja, donc une protéine d'origine végétale. Et donc, c'est exactement la même chose qui a été fait. Donc, on a mesuré la vitesse de synthèse des protéines en donnant soit la protéine de petit lait, la whey protein, soit de la caséine, soit de la protéine de soja. Donc, vous voyez très clairement que la protéine la plus efficace, c'est en fait la protéine de petit lait. Alors, il y a une bonne raison pour cela, c'est qu'en fait, il y a un acide aminé qui est très important. C'est un acide aminé que l'on appelle la leucine, qui fait partie de la famille de ce qu'on appelle en français les acides aminés ramifiés et en anglais les brain chain amino acids. Et donc, les brain chain amino acids, c'est souvent représenté comme BCAA. Vous voyez souvent dans ces magasins de sport qui vendent des suppléments alimentaires, finalement des gros protéines où il est mis BCAA, eh bien, ce sont des acides aminés ramifiés. Et donc, il y en a trois. Il y a de la leucine, de l'isoleucine et de la valine. Et celui qui est très important là-dedans, c'est la leucine. Et donc, pourquoi est-ce que la protéine de petit lait a plus d'effet que les autres? Eh bien, tout simplement parce qu'elle contient une quantité plus importante de leucine. Alors, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai montré que, eh bien, on resynthétisait plus vite le glycogène si aux hydrates de carbone, on ajoutait des protéines. Et je vous ai dit, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais voilà, je vais vous le dire maintenant. En fait, il y a une chose qui est véritablement clé dans la récupération, c'est la concentration en insuline. Alors l'insuline, c'est quoi? L'insuline, c'est une hormone que vous produisez, sauf si vous êtes diabétique, mais normalement vous la produisez, et donc c'est produit par un organe que l'on appelle le pancréas. Et donc le pancréas va produire de l'insuline, il va produire de l'insuline quand la concentration de glucose, donc la concentration de sucre dans le sang va augmenter, mais aussi lorsque la concentration de protéines, d'acides aminés dans le sang va augmenter. Et cette insuline est extrêmement importante pour la récupération. Donc, il faut faire monter la concentration en insuline après l'exercice. L'augmentation de la concentration en insuline, c'est favorable à la récupération. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'augmentation de cette concentration en insuline va faire que vos muscles vont mieux capter le glucose et que vos muscles vont mieux resynthétiser le glycogène. Et cette insuline va aussi avoir un effet sur la synthèse des protéines. Et donc, c'est pour ça que dans cette étude, on a mesuré la concentration en insuline, parce qu'on sait qu'augmenter la concentration en insuline, c'est important. Donc, souvent, on dit que les sucres trop sucrés qu'on trouve dans des limonades, etc., c'est pas très bon. Je partage ça d'un point de vue hygiénique, c'est pas très bon. À une exception près, c'est quand vous avez fini un entraînement de haute intensité ou si vous avez fini un match de haute intensité. À ce moment-là, prendre des hydrates de carbone qu'on dit à haut index glycémique, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter très fort l'insuline, c'est très important. Donc, il faut augmenter l'insuline après un match ou après un entraînement de haute intensité. Et donc ici, vous avez trois situations. Une situation dans laquelle on a donné juste des hydrates de carbone, pardon, et vous avez une augmentation de l'insuline. Si vous donnez des hydrates de carbone et des protéines, eh bien, vous augmentez encore plus l'insuline. Et si vous donnez des hydrates de carbone et des protéines et que vous faites attention que dans ces protéines, il y ait beaucoup de leucine comme il y a dans la protéine de petit lait, eh bien, vous voyez que l'insuline augmente encore plus. Et donc ça, c'est vraiment la clé, c'est d'arriver à augmenter la concentration en insuline durant les heures qui suivent un exercice intense. Alors, on a donc compris, se réhydrater, prendre des hydrates de carbone, on a vu les doses et on a vu qu'il fallait les prendre juste après la fin de l'exercice de préférence. Et puis, on a vu les acides aminés. Mais on a vu que les acides aminés,
si on en prenait juste après la fin de l'exercice, ça augmentait la synthèse des protéines, mais que c'était un effet qui était temporaire et que ça rediminuait 3 heures, 4 heures après avoir ingéré. Et donc la question suivante, c'est de dire, oui, mais si je prends de manière répétée ces protéines, est-ce que je vais pouvoir faire perdurer l'effet? Alors ça, c'est une étude qui est un peu plus récente, 2013, dans le journal de physiologie de Londres, où en fait on a fait toujours la même chose, c'est-à-dire un exercice de haute intensité, d'accord? Et puis on a utilisé 3 stratégies de récupération. En fait, on a donné un bolus de 40 grammes, et puis 3 heures après, un autre bolus de 40 grammes. Pourquoi a-t-on donné 40 grammes? Parce qu'on sait qu'avec 40 grammes de protéines, on a largement assez que pour saturer complètement ces processus. Donc, il ne faut pas donner des tonnes. 40 grammes, c'est largement assez. Dans un deuxième système, on n'a pas donné 40 grammes toutes les 3 heures. Donc, ici, on a donné 40 grammes toutes les 3 heures. Ici, on a donné 20 grammes toutes les heures et demie. Donc, on a donné finalement la même quantité au total, mais on l'a réparti d'une autre manière. C'est ce qu'on va appeler la stratégie intermédiaire. Et puis, on a la stratégie où finalement, on a donné chaque fois 10 grammes, d'accord? On a donné 10 grammes toutes les heures et demie. Donc, je fais une erreur, je reviens. En fait, les 40 grammes étaient donnés à 6 heures d'intervalle, 6 heures d'intervalle ici. Les 20 grammes étaient donnés à 3 heures d'intervalle et les 10 grammes étaient donnés à 1 heure et demie d'intervalle. Donc, globalement, ils ont toujours reçu la même quantité de protéines, mais tout simplement, ça a été réparti de manière différente. Et donc, encore une fois, ici, on mesure la synthèse des protéines au niveau fibrillaire, et ce que l'on voit bien très clairement, c'est que la stratégie qui est optimale, eh bien, c'est la stratégie intermédiaire. D'accord? C'est la stratégie intermédiaire, c'est de redonner globalement une dose d'une vingtaine de grammes toutes les 3 heures. Donner une vingtaine de grammes toutes les 3 heures jusqu'au coucher, en fait. Hein. C'est ça le truc. 20 grammes d'acides aminés toutes les 3 heures, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. C'est moins optimal de donner plus et plus espacé, ou de donner moins et d'être moins espacé. Alors, je suis un peu perdu. Voilà. Alors, si on veut synthétiser ce qu'on vient de voir donc sur les aspects alimentaires, c'est après le match ou après un entraînement intense, hein, on a bien compris que c'était la même stratégie, boire jusqu'à 150% de ce qu'on a perdu comme eau, et donc qui peut être reflété par la perte de la masse corporelle, on n'a qu'à se peser avant et après. Ingérer des hydrates de carbone, des sucres avec un haut index glycémique. Donc, en fait, les hauts index glycémiques, c'est assez simple, c'est des trucs qui sont sucrés au goût. C'est eux qui ont des hauts index glycémiques, jusqu'à 1,25 g par kilo de poids corporel et par heure. Et ingérer 20 à 25 grammes de protéines de bonne qualité, comme par exemple la protéine de petit lait, toutes les 2 ou 3 heures. Et donc, j'en reviens à mon lait. Moi, j'aime bien le lait. En plus, le lait, vous pouvez mettre un peu de chocolat dedans. Hein. Vous faites un peu de, je ne vais pas faire une pub pour une marque, mais vous faites du CCML. Prenez 1 millilitre de CCML. Vous allez trouver 20 à 25 grammes de protéines dedans. Vous avez du sucre à haut index glycémique et vous avez de l'eau. Vous avez absolument tout ce qu'il faut. Il ne faut pas nécessairement aller trouver des trucs qui coûtent très cher et qui généralement ne sont pas très bons à boire. Prenez du CCML, ça marche très très bien pour réhydrater. Vous avez les hydrates de carbone qu'il vous faut, vous avez les protéines qu'il vous faut. Bien sûr, il faut aimer ce genre de choses. Un truc que je pourrais quand même vous donner, c'est qu'en fait, il y a moyen de combiner la préparation au match suivant et la récupération du match précédent. Je m'explique. La plupart du temps, enfin, si je suis un peu l'actualité footballistique quand même, beaucoup d'entre vous vont devoir jouer 2 matchs par semaine. Et donc, l'intervalle de temps entre les 2 matchs peut être relativement restreint. Et si cet intervalle de temps est relativement restreint, s'il n'est que de 3 voire 4 jours, idéalement 3 jours, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le jour après le match pour récupérer du match que vous venez de jouer et pour préparer le match suivant. Je m'explique. Ce que vous avez tout intérêt à faire, c'est à optimaliser la concentration de glycogène qu'il y a dans vos muscles avant le match. Et donc, si vous utilisez, c'est de grandes quantités, si vous utilisez 10 grammes d'hydrate de carbone
par kilo de poids corporel et par jour. Donc, ce sont vraiment de très grandes quantités. Et donc, si vous voulez faire ça, je pense qu'il faut demander à un diététicien qui vous fasse le régime parce qu'il faut vraiment prendre de grandes quantités d'hydrates de carbone. Et bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez augmenter la quantité de glycogène qui se trouve dans vos cellules musculaires. Et vous, donc, si vous faites ça le lendemain du match, eh bien, vous allez optimaliser la resynthèse du glycogène par rapport au match que vous venez de faire. Mais si vous ne faites pas d'entraînement intense, et je pense que quand on a un match tous les 3 jours, on ne fait pas d'entraînement intense entre les deux, on fait peut-être de la technique, de la tactique, mais on ne va pas refaire des entraînements intenses. Si vous ne faites pas d'entraînement intense, eh bien, cette augmentation que vous allez induire dans les 24 heures qui suivent le match précédent, eh bien, vous pouvez le maintenir en revenant à un régime alimentaire normal. Donc, revenant à un régime alimentaire normal, vous allez maintenir l'effet qui a été induit. Et donc, vous pouvez, entre guillemets, faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire augmenter l'apport en hydrates de carbone dans les 24 heures qui suivent un match. Ça va vous aider à resynthétiser le glycogène et donc ça va vous aider à récupérer du match que vous venez de faire. Mais ça va augmenter la concentration en glycogène et ça va donc préparer le match suivant pour autant que le match suivant n'ait pas lieu dans 15 jours, bien sûr. Mais si le match suivant a lieu 3 jours après, eh bien c'est quelque chose que vous pouvez, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser. Une des conditions, c'est qu'évidemment, il n'y ait pas d'entraînement intense durant les 48 heures qui précèdent le second match, parce que sinon vous allez à nouveau dépléter le glycogène musculaire. Donc c'est un truc que vous pouvez utiliser.